Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce panel de discussion vers des systèmes alimentaires inclusifs organisé par SUCO et le Chantier d'avenir en sécurité alimentaire dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation. Merci d'être présente et présente en ligne. Mon nom est Isabelle Jeannette et j'ai l'honneur d'être votre animatrice pour l'événement d'aujourd'hui. Je suis bachelière en relations internationales et je suis passionnée par les projets de coopération. J'ai eu l'opportunité de collaborer avec SUCO durant une année au niveau de la levée de fonds et aussi d'être ambassadrice pour le défi de 60 minutes en action de SUCO. Alors, avant de commencer, j'aimerais donner quelques informations techniques. Veuillez noter que l'événement d'aujourd'hui est retransmis en direct sur la page Facebook de SUCO. Et vous avez l'option d'écouter le panel en français ou en espagnol. Il suffit de vous connecter sur le Zoom. Et dans la section en bas, vous allez voir un petit icône de sphère et vous choisissez la langue de votre choix. Para aquellos que desean escuchar esta discusión en español, solamente conectarse en el Zoom y puedes darle clic en el pequeño icono mundo y escoger el idioma en el cual quiere escuchar. Il sera possible pour vous de poser vos questions via Facebook dans le chat et sur le Zoom dans la section questions-réponses. Et vers la toute fin de ce panel, on prendra le temps de répondre à vos questions. Nous devrions terminer vers 14h30. Alors, ces brefs rappels étant faits, j'aimerais lancer la parole à M. Christian Champigny, directeur général de SUCO, afin d'ouvrir ce panel vers des systèmes alimentaires inclusifs. Monsieur Christian, la parole est à vous. Merci Isabelle. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être parmi nous virtuellement aujourd'hui. C'est vraiment un réel plaisir de savoir que nous réunissons des personnes des quatre coins du globe. Donc, vraiment, le virtuel nous sert pour rejoindre un peu tout le monde. Créés l'année dernière pour notre 60e anniversaire, les panels d'expertise SUCO reviennent pour une deuxième édition. Je suis ravi de lancer le premier panel de la saison vers des systèmes alimentaires inclusifs. Le panel d'aujourd'hui s'intègre dans une programmation de 4 panels que vous aurez la chance de découvrir tout au long de l'année. Pour cette deuxième édition, nous poursuivons le même objectif, continuer notre mission de sensibilisation et de co-construction des savoirs sur nos 4 axes d'expertise, dont les systèmes alimentaires viables occupent une place centrale. Étant présents dans plus de 11 pays, nous avons la chance de collaborer avec des actrices et acteurs de changement multiples et inspirants qui s'engagent chaque jour à nos côtés en faveur de la transition socio-écologique. Pour nous, ces panels sont une occasion unique de mettre en lumière et d'offrir un espace de parole à ces expertes et experts. Aujourd'hui, vous aurez notamment la chance d'entendre des employés de SUCO, partenaires, anciennes stagiaires ou encore participantes de nos projets. Nous sommes fiers de mettre de l'avant des femmes inspirantes et des jeunes engagés. Les panels sont également une chance précieuse de nous associer au Québec avec de solides partenaires, tels que le chantier d'avenir en sécurité alimentaire de l'Université Laval, dont je remercie à nouveau la collaboration pour l'organisation de ce panel vers des systèmes alimentaires inclusifs. Alors, merci à tous nos panélistes, merci au chantier d'avenir et merci au public d'être présent parmi nous. Je vous souhaite un bon panel à toutes et à tous. Merci beaucoup, M. Christian, pour ce mot d'ouverture. Monsieur Denis Roy, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation à l'Université Laval. Et vous avez également tenu à nous glisser un mot d'ouverture sur cette thématique ô combien importante qui nous anime aujourd'hui. Alors, M. Roy, vous avez la parole. Merci, Isabelle. Chers collègues, chers partenaires de l'Université Laval, chers panélistes, chers publics, j'ai l'honneur et le grand plaisir de m'adresser à vous cet après-midi pour vous souhaiter la bienvenue au panel vers des systèmes alimentaires inclusifs organisé par SUCO en collaboration avec le Chantier d'avenir en sécurité alimentaire de l'Université Laval afin de souligner la Journée mondiale de l'alimentation dont le thème est « Ne laisser personne de côté ».
J'aimerais sincèrement remercier toute l'équipe de SUCO d'avoir choisi l'Université Laval à travers le chantier d'avenir en sécurité alimentaire pour l'organisation de ce panel. Je remercie aussi tous les panélistes d'avoir accepté de partager leur expérience et expertise sur cette thématique, ainsi que toutes les personnes présentement en ligne. Il faut noter que malgré les progrès accomplis durant les 2 dernières décennies pour construire un monde meilleur, plusieurs milliers de personnes ont été laissées de côté. En effet, plus de 3 milliards de personnes sur la planète peuvent se permettre une alimentation saine, et cela les expose à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. L'accès et la disponibilité d'aliments nutritifs sont des enjeux qui interpellent toute la planète. Les nombreuses crises comme les conflits intra- et inter-États, les effets des changements climatiques, les pandémies, l'instabilité politique, le manque de logement, les inégalités, l'augmentation des prix des aliments et des autres biens contribuent à fragiliser les systèmes alimentaires et à exacerber l'insécurité alimentaire des populations vulnérables dans le monde. Chacun, selon ses compétences et ses objectifs propres, les universités, gouvernements, entreprises, organisations de coopération internationale, organisations internationales et organisations à but non lucratif, sont appelés à trouver et à appliquer urgemment des stratégies et solutions innovatrices pour transformer les systèmes alimentaires afin qu'ils soient plus justes, durables et plus équitables. L'Université Laval s'est résolument engagée pour une université d'impact en contribuant concrètement aux grands défis de la société à travers l'initiative des chantiers d'avenir, dont celui en sécurité alimentaire. En effet, les chantiers d'avenir sont un laboratoire innovant en éducation basé sur une approche d'apprentissage expérientiel permettant de développer des compétences d'avenir en partenariat avec les milieux de pratique afin de former des leaders, la passion et les compétences nécessaires pour confronter les grands défis actuels et des prochaines décennies. La Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation est très fière d'assurer le leadership du chantier d'avenir en sécurité alimentaire en termes de conception, d'élaboration des cours et de recherche d'organismes partenaires, soit sur le terrain technique et philanthropique. Les grandes questions de recherche suivantes, en lien avec les 4 piliers de la sécurité alimentaire, sont au centre des activités de laboratoire et d'intervention sur le terrain des étudiantes et étudiants inscrits à la maîtrise dans le cadre de ce chantier. Exemple, en 1, la disponibilité alimentaire. Comment accroître simultanément les rendements, la rentabilité et la durabilité environnementale de la production agricole? Comment réduire le gaspillage alimentaire et améliorer l'efficacité des systèmes de distribution? Deuxième point, l'accès aux aliments. Comment assurer le caractère inclusif et équitable des systèmes alimentaires? Comment assurer aux femmes et aux filles un accès équitable aux ressources alimentaires? En 3, l'utilisation des aliments. Comment garantir l'innocuité, la valeur nutritive et la compatibilité culturelle des aliments? Comment traiter le problème du double fardeau, dénutrition et surpoids, de la malnutrition? Le 4e point, la stabilité. Quelles sont les meilleures politiques pour assurer la stabilité des systèmes alimentaires? Les questions ci-dessus s'alignent certainement aux principales questions qui seront discutées par les panélistes. J'anticipe que les panélistes et les participants débattront des stratégies et plans d'action mis en œuvre, de leurs forces et de leurs faiblesses, et que des pistes d'amélioration émergeront des discussions. Je termine en vous souhaitant un excellent panel et au plaisir de lire les principales conclusions qui en découlent. Sur ce, je déclare ouvert le panel et je remercie Élie de tout son support. Merci. Merci beaucoup, M. Roy, pour cette excellente introduction à notre thématique. Et j'imagine que vous avez hâte de rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est parti. Pour faciliter les discussions, le panel a été divisé en 5 questions. Et nous aurons 5 panélistes qui vont vraiment nous partager leur savoir sur les questions. Et je les interpellerai tour à tour et vous les présenterai avant chaque intervention. La discussion devrait durer environ 1 heure pour nous laisser une période de questions-réponses de 15 minutes. Donc, je vous encourage fortement à me partager vos questions, soit dans le chat du Facebook ou dans le Zoom, et elles vont toutes m'être transférées vers la fin pour la période de questions-réponses de 15 minutes. Et vous pouvez adresser vos questions à un panéliste ou à plusieurs, simplement l'écrire avec votre question. Alors, sans plus tarder, commençons avec la première question.
Quels sont les enjeux liés au système alimentaire en 2022? 3 experts vont répondre à cette question avec une petite nuance entre chaque. Monsieur Jean-François Bissonnette, vous êtes géographe et professeur en agroforesterie à l'Université Laval. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et en tant qu'expert sur les questions de gouvernance territoriale et des systèmes agricoles, je me permets de vous poser cette première question. Merci beaucoup, Madame Joannette. Bonjour tout le monde. Alors, il y a un grand nombre d'enjeux à considérer pour assurer l'accès à une nourriture de qualité, abordable et répondant aux besoins nutritionnels de la population, et cela sans altérer les écosystèmes. Et il faut donc répondre à ces besoins et dans un contexte de mondialisation. Alors, c'est peut-être le premier enjeu sur lequel j'aimerais insister, un enjeu qui est devenu encore plus important en période de pandémie, c'est-à-dire assurer l'approvisionnement alimentaire dans un contexte de chaînes d'approvisionnement très complexes et mondialisées, des chaînes d'approvisionnement qui peuvent être vulnérables à des perturbations et des aléas qui surviennent même au-delà de nos frontières. Alors, cette vulnérabilité, eh bien, elle peut être atténuée par une plus grande autonomie ou autosuffisance à l'échelle du Québec. Alors, au Québec comme ailleurs, on observe une augmentation de l'intégration des filières agricoles mondiales, et ça, ce n'est pas forcément un problème en soi. Le problème peut être lié à la façon dont finalement les filières sont intégrées et si elles assurent une plus grande accessibilité à la nourriture et si elles sont équitables aussi en fonction des différents modèles de production. Alors, au Québec, on a un système qui est dominé par certaines grandes filières et certaines qui sont largement destinées à l'exportation. On peut penser notamment à la filière porcine. 20% des exportations agricoles québécoises sont destinées aux exportations internationales. Donc, ça peut être considéré comme une force, mais aussi comme une vulnérabilité. Mais de façon générale, le Québec fait assez bien parce que l'ensemble des filières agroalimentaires s'approvisionnent pour environ 66% à l'intérieur du Québec auprès donc de producteurs, de productrices du Québec. Alors, on peut considérer que face à cet enjeu d'intégration au système de production internationaux, le bilan n'est pas négatif. Cependant, si on pense en termes de résilience de ces chaînes d'approvisionnement, il y a toujours le danger de la surspécialisation. Si on pense à la filière porcine, c'est vrai qu'elle occupe beaucoup de place au Québec en lien avec la production de l'ensemble des grains qui servent à l'alimentation des porcs également. Et il y a aussi la question de la main-d'œuvre, parce que la plupart de ces filières dépendent en grande partie d'une main-d'œuvre étrangère et on peut se poser aussi des questions sur la qualité, c'est-à-dire la qualité de traitement de cette main-d'œuvre étrangère, comment est-elle accueillie, hébergée, est-ce que justement on maintient le bien-être de ces travailleurs et travailleuses. Pour favoriser l'autonomie alimentaire du Québec ainsi que lutter contre l'insécurité alimentaire, il est donc primordial d'assurer une diversité de modèles de production et de transformation visant l'approvisionnement à l'échelle locale, voire les circuits courts. Cependant, la tendance à la spécialisation et à la consolidation de la propriété demeure très forte au Québec. Ça, ce serait un enjeu important à ne pas passer sous silence. Donc, sur le plan historique, on a observé une diminution soutenue du nombre d'exploitations agricoles. Alors qu'aujourd'hui, on parle de 28 000 entreprises en 2021, eh bien, il faut savoir qu'il y en avait 100 000 en 1960. Donc, il y a cette tendance à la consolidation de la production, mais aussi à la spécialisation. Donc, malgré aussi la hausse de la production biologique au Québec, qui dépasse 100 000 hectares et qui concerne maintenant 10% des entreprises québécoises qui ont une certification biologique, donc qui sont donc officiellement en régie biologique. Eh bien, le modèle des grandes exploitations avec des pratiques intensives et standardisées demeure prédominant. Donc, on peut considérer que ce serait un certain facteur de vulnérabilité, que ça augmente dans une certaine mesure la vulnérabilité de notre système de production alimentaire au Québec. Alors, le défi demeure, pour reprendre les termes de la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois, la CAAQ,
le défi demeure d'assurer une agriculture multidimensionnelle, plurielle, professionnelle et durable, hein, multidimensionnelle, parce que, évidemment, la production agricole sert davantage qu'à nourrir du bétail ou à générer des profits, hein. C'est également un mode d'aménagement du territoire, un rapport au territoire aux ressources. On vise aussi des systèmes pluriels, diversifiés, professionnels et durables, hein, donc qui assurent une qualité de vie aux producteurs, aux productrices, mais qui maintiennent aussi le bon fonctionnement des écosystèmes. Merci. Merci beaucoup, Jean-François. C'est super pertinent. Maintenant, j'aimerais vous présenter Marielle Roy. Merci beaucoup, Marielle, pour votre présence. Vous êtes une scientifique alimentaire diplômée en sciences agricoles de l'alimentation. Et vous êtes aussi une ancienne stagiaire avec SUCO au Honduras. Et au travers de vos différentes missions, vous vous êtes notamment intéressée au développement d'une agriculture durable, mais féministe, en intégrant le leadership des femmes. Alors, je vous pose cette question. Quels sont les enjeux liés au système alimentaire en 2022 au Canada? Oui, merci Isabelle. Et je vais mettre en valeur ce que mon copanéliste a dit et je vais aussi dire qu'un des enjeux les plus importants au Canada serait l'enjeu de la sécurité alimentaire. Souvent, lorsqu'on pense de l'enjeu de la sécurité alimentaire, on pense souvent aux pays moins aisés, mais cet enjeu est très important au Canada et en Amérique du Nord aussi. Bien que ce soit un problème réel dans les pays moins aisés, la sécurité alimentaire au Canada et aux États-Unis est importante. Selon les données de Statistique Canada, plus de 5,8 millions de Canadiens et dans ce nombre, 1,4 million d'enfants vivent actuellement en souffrance de sécurité alimentaire et cette statistique est de 2021. Alors, cette statistique est très, très pertinente aujourd'hui et le futur canadien. Lorsque nous explorons l'enjeu de sécurité alimentaire, nous devons également intégrer les termes insécurité alimentaire et faim dans cette conversation, puisque la sécurité alimentaire n'est pas seulement une question noire ou blanche, c'est pas une question seulement de si tu as la nourriture, tu es dans une bonne situation ou si tu n'as pas la nourriture, tu es en mauvaise situation. Il y a beaucoup de nuances dans cette question. Il faut beaucoup penser à la sécurité alimentaire en pensant à la faim des gens, des conditions économiques et sociales et l'accès limité et incertain de la nourriture que certaines personnes vivent. Selon les données de le département d'agriculture américaine, ils ont fait une recherche avec 10 indicateurs de faim et d'insécurité alimentaire et de leurs statistiques et de leur sondage, ils ont vu que 88 des personnes interpellées selon ce sondage basé sur 10 indicateurs de la faim et insécurité alimentaire, que 98% des interpellés ont peur de ne pas manger ou de manquer de nourriture et d'avoir d'argent pour acheter ce qu'ils doivent consommer. 97% ont déclaré que la nourriture qu'ils achètent ne dure pas la semaine et il manque d'argent à la fin de la semaine pour en acheter d'autres. Et 95% ont déclaré ne pas avoir les moyens de manger des repas équilibrés. Un autre 95% ont déclaré que les adultes dans leur famille ne réduisent leur consommation de nourriture ou manquent des repas pour aider la famille à avoir assez de nourriture pendant dans la semaine. Et 94% ont déclaré avoir mangé moins qu'ils n'avaient pensé, qu'ils n'avaient envie pour pouvoir faire durer leur nourriture et l'argent pendant la semaine. Alors, cela démontre beaucoup l'insécurité
alimentaire économique des Canadiens, des Nord-Américains, et situation ne va que perdurer si on le contextualise à la situation d'inflation mondiale qu'on vit maintenant. L'inflation mondiale est susceptible d'avoir un impact négatif sur la population souffrant d'insécurité alimentaire au Canada et elles peuvent exaspérer les conditions économiques et sociales à l'origine du problème de sécurité alimentaire. Par exemple, les prix des aliments au Canada ont augmenté de 9,8% cette dernière année et cette statistique est du mois de août de cette année. Alors, une augmentation de 9,8%, c'est très énorme dans les frais des Canadiens et cette augmentation peut vraiment impacter les familles canadiennes et les pousser dans une situation de précocité à vraiment être dans la catégorie d'insécurité alimentaire. Et un autre problème affectant l'insécurité alimentaire en 2022 sera le changement climatique, non complètement corrélé, mais ça peut être des situations qui ont un effet sur l'autre. Les conditions météorologiques extrêmes ont augmenté. On parle de situations météorologiques comme des inondations, des tempêtes et des pluies intenses qui vont avoir une action sur notre système agricole. Les régimes de précipitation deviennent de plus en plus variables et leur fréquence plus élevée. Ce changement devrait continuer à s'intensifier à l'avenir et exacerber le problème actuel des systèmes agricoles alimentaires canadiens et capacité des Canadiens à assurer la sécurité alimentaire de la population. Et je veux juste finir mon intervention en mettant en avance que l'Organisation des Nations Unies on dit que par l'alimentation et l'agricole, environ un tiers des aliments produits par les agriculteurs sont perdus dans des champs et dans les marchés dans les pays en voie de développement. Et cette statistique peut être aussi reliée au changement au Canada aussi. Ah oui, vraiment. Merci, Marielle. Les statistiques étaient précises. Vous avez apporté des points super intéressants. Merci pour votre intervention. Maintenant, Madame Geneviève Talbot, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce panel. Et vous êtes chargée de programme pour le pôle Afrique et environnement à SUCO. Et forte de vos nombreuses expériences de plaidoyer sur les changements alimentaires dans le milieu des ONG, j'aimerais vous poser cette question. D'après vous, quels seraient les enjeux liés au système alimentaire en 2022, mais à l'international? Bonjour, merci beaucoup Isabelle et puis merci aussi à mes collègues panélistes. Je vais rebondir sur leurs réponses parce qu'en fait, les enjeux, comme on peut le voir au niveau de l'échelle, sont pas mal similaires. Je vais quand même commencer en soulignant la variété du panel. Là. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir Jean-François, Marielle, Rauda et Mary qui vont se joindre à nous. Plutôt, là, on voit une belle diversité en termes d'expérience, d'apport, puis de silos. Hein. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait des gens du milieu académique, du terrain, puis moi, puis nous, là, du milieu des ONG. Donc, voilà. Mais pour répondre à la question posée, l'élément qui me semble vraiment évident là, en termes de c'est quoi l'enjeu principal des systèmes alimentaires en ce moment, c'est mais comment ça se fait qu'en 2022, on n'arrive toujours pas à nourrir le monde? C'est comme incompréhensible. Là, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait partie des objectifs du développement durable. On a des beaux technofixes, mais malgré tout, on n'arrive pas à nourrir les gens. En fait, si on se fie au dernier rapport Sophie que fait la FAO sur la situation de la faim dans le monde, la faim continue d'augmenter depuis les 6 dernières années. Puis
augmentation-là n'est pas uniquement en termes de chiffres absolus, mais aussi en termes de pourcentage. Donc, il y a de plus en plus de monde qui ont faim. Puis comme Marielle l'a si bien démontré, même au Canada, il y a de plus en plus de gens qui ont faim. Mais pourquoi? Puis on pourrait penser que c'est dû à l'accumulation des crises ou des secteurs, des facteurs qui varient, la crise climatique, le conflit, bon, c'est juste dû à ça, mais pas nécessairement parce qu'on voit cette augmentation-là depuis les 6 dernières années. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel, il y a une certaine tendance. C'est sûr que Jean-François pourrait me dire, c'est sûr que 6 ans, bon, dans l'absolu, c'est une courte période, mais on voit quand même une augmentation de la faim. Ça semble être une tendance qui est là pour durer. Donc, c'est ça l'enjeu principal. Moi, je pense pour le système alimentaire à toutes les échelles. Pourquoi? Mais là, je vais essayer d'articuler ma réponse sur 3 éléments, puis vraiment plus en termes de système international. Donc, quand on parle du ou des systèmes alimentaires. Puis Jean-François, il a un peu abordé cette question-là, mais je voudrais la creuser un peu plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on entend par nourrir le monde? Marielle, M. Roy, ils ont fait référence aussi, mais ça, c'est un problème aussi. Hein, ça explique pourquoi on n'arrive pas vraiment à nourrir le monde. Puis enfin, je vais essayer de conclure, là, mais tu me diras, Isabelle, si je respecte mes 5 minutes. Le poids environnemental, l'impact environnemental des différents systèmes alimentaires. Puis ça aussi, ça pourrait expliquer pourquoi on n'arrive pas à nourrir le monde. Voilà. Donc, qui nourrit l'humanité? Le ou les systèmes alimentaires? Fait que Jean-François, il a fait mention un peu, puis quand même, à l'heure actuelle, il existe différents systèmes alimentaires. Puis là, par notion de système alimentaire, mais on parle si on veut le dire du champ à la bouche, si on veut le dire en termes simples, là. Mais ça fait référence à tous les facteurs impliqués dans la production alimentaire. Donc, la production, bien sûr, la transformation, la distribution, l'entreposage, la consommation et la gestion des déchets. C'est tout ce qui fait le système alimentaire, tout ce qui fait à partir du moment où on est jusqu'à ce qu'on mange. Bon, on a dit ça, c'est voici un système alimentaire, c'est ce que c'est. Mais une fois qu'on a dit ça, le spectre ou la différentes formes de système alimentaire, il y en a plusieurs. Si on fait un continuum, d'un côté, on peut mettre le système agro-industriel mondialisé. Par exemple, Jean-François en a parlé aussi, la filière porcine au Québec. On produit ici, on transforme ici, mais 20% est destiné à l'exportation. Donc, c'est une filière agro-industrielle qui vise à l'exportation pour la plupart du temps. Puis d'un autre côté, ou à l'autre bout, on voit souvent les échelles locales, les circuits courts, biorégionales, l'agroécologie territoriale, bon, un peu bobo, bourgeois bohème, là, les fermiers de famille. Puis on oppose souvent ces 2 formes de système alimentaire, là, avec un qu'on dit qui est l'agroécologie locale, le territoire, puis l'autre qui est l'industrie, puis ces choses-là. Mais dans les faits, puis là, le discours commence à changer. Ce qu'on voit, c'est que ces 2 systèmes-là coexistent. Puis ces 2 systèmes-là coexistent, mais puis encore une fois, ça a été mentionné, là, l'importance d'avoir une approche une agriculture multidisciplinaire, plurielle, durable, pour nous permettre de nourrir le monde. Mais c'est un discours on est content là, que ça soit de plus en plus intégré, que ça soit présent, c'est super important. Par contre, puis ça tient compte du fait que quand on considère quel type d'agriculture nourrit vraiment le monde à l'échelle internationale, c'est vraiment ce qu'on appelle la petite agriculture ou l'agriculture de proximité. Là, c'est ce type d'agriculture-là qui nourrit 70% de la population mondiale. Donc, reconnaître la coexistence entre ces 2 différents systèmes-là, ça reconnaît que c'est quel système qui nourrit les gens. Mais une fois qu'on dit ça, dans les faits, il faut reconnaître qu'il y a aussi un rapport de pouvoir qui n'est pas le même entre les différents modèles agricoles, les différents modèles de systèmes alimentaires. Par exemple, les subventions en recherche ou ce qu'on enseigne dans les écoles en agroéconomie, en agroécologie, en agronomie, pardon, en agroéconomie aussi, en agriculture, vont mettre de l'avant surtout un modèle, le modèle agro-industriel, le modèle basé sur l'usage des pesticides. Bon. Puis l'argumentaire est de dire que souvent, ce qu'on va nous dire, c'est que pour arriver à nourrir de plus en plus de gens, il faut produire de plus en plus, puis ce qui nous permet de produire de plus en plus, c'est une agriculture agro-industrialisée. Fait que ça, c'est donc, oui, on reconnaît de plus en plus les multiformes des systèmes alimentaires, puis on reconnaît qu'il faut avoir une coexistence. Par contre, si on veut vraiment nourrir le monde, il faut aller au-delà de cette reconnaissance-là, pour
égaliser les forces, puis s'assurer qu'il y a des subventions de recherche, des subventions aux récoltes, un appui pour les gens qui font partie des différents systèmes alimentaires. Ça, c'était le... Est-ce que je peux continuer avec mon point 2, Isabelle? J'ai encore du temps? Mon équipe va pouvoir m'aider. Je pense si tu veux rajouter un mini point. Un mini point. Parfait. Le mini point, ça va être sur qu'est-ce qu'on entend par nourrir le monde. Puis ça, Marielle en a parlé un peu, parce que l'accès à la nourriture, c'est pas suffisant. C'est quelle sorte de nourriture? Est-ce que c'est de la nourriture saine? Est-ce que c'est de la nourriture ultra transformée? Est-ce qu'on parle, par exemple, de l'accès à une nourriture de dépanneur, là, ou à une nourriture qui est culturellement, socialement acceptable? Ça aussi, M. Roy en a parlé tout à l'heure. Parce qu'on voit le double fardeau de plus en plus. Donc, oui, des gens qui ont faim ou des gens qui mangent d'une façon à ce que ça cause de l'obésité ou des maladies chroniques qui sont liées à l'alimentation. Donc, les gens ont accès à quelle sorte d'aliments, puis ils sont produits comment, puis vendus comment. Donc, ça, c'est super important, à la fois chez nous, au Canada, là, les déserts alimentaires, ça existe chez nous, mais aussi à l'international, par exemple, on pense à tous les efforts qui sont faits, des éléments de substitution pour le lait maternel, les bouillons Maggi, par exemple, ces choses-là qui ont un impact important sur qu'est-ce que les gens mangent, en fait. Puis je reviendrai sur mon troisième élément plus tard. Merci. On va avoir l'opportunité peut-être aussi durant les questions. Mais vraiment, un gros merci à vous trois, les panélistes qui avez participé sur cette question. Ça a vraiment mis la base sur l'enjeu de cette thématique d'aujourd'hui. D'ailleurs, selon la FAO, près de 3,1 milliards de personnes n'avaient pas les moyens d'avoir une alimentation saine en 2020. Et là, ça veut dire 112 millions de plus qu'en 2019. La tendance, on pense et on croit qu'elle va augmenter en 2022. Donc, ceci vraiment nous amène à notre deuxième question. Quelles sont les personnes les plus à risque d'être exclues? Alors, pour cette question, j'aimerais inviter Radwa. Merci beaucoup, Radwa, d'être avec nous. Vous êtes ingénieure agronome et présidente de l'organisation Les Jardins de l'Espoir au Bénin. Vous vous intéressez particulièrement aux solutions apportées pour contrer l'insécurité alimentaire tout en préservant les ressources naturelles. Et vous rédigez présentement votre thèse « Ne laissez personne de côté ». Selon vous, qui sont les personnes les plus à risque d'être exclues? Alors, merci beaucoup pour la question, chère Isabelle. Déjà, aujourd'hui, l'agenda 2030 pour le développement durable a pour principe fondamental de ne laisser personne de côté. Et ce principe exhorte tous les pays à atteindre les 17 ODD avec tous les groupes de la population. Et pour moi, ne laisser personne en marge signifie effectivement de s'assurer que la voix de chacun soit entendue, que chaque acteur et chaque partie prenante se sentent beaucoup plus responsables, intégrés à l'ensemble de la dynamique. Et force est de constater, malheureusement, qu'aujourd'hui, les iniquités en termes de nutrition demeurent toujours vastes. Il y a également beaucoup de soucis en termes de développement et de disparités entre les territoires d'un même pays et même certaines zones qui bénéficient de plus de privilèges que d'autres, déjà géographiquement, et également des zones qui ont plus de ressources, de meilleures ressources, qui sont beaucoup plus nantis que d'autres, qui sont carrément oubliées et négligées. De manière similaire, il y a plusieurs divisions, toujours des divisions entre les zones rurales, les zones urbaines, et cela ne fait qu'augmenter les disparités. Ces disparités sont toujours en termes de personnes, les populations riches, populations pauvres, au niveau d'éducation, au niveau du genre également. De même manière, nous avons également ces disparités au niveau des religions, des groupes ethniques qui sont totalement minoritaires, qui sont même des fois peu considérés. Vous voyez? Et pire encore, les paysans qui nous nourrissent se retrouvent les plus démunis, alors que nous rêvons actuellement de systèmes alimentaires plus justes, plus durables, plus inclusifs, qui ne laissent personne en arrière, mais qui plutôt aident tout le monde à avoir un accès à une alimentation saine, vous voyez, et de qualité. Donc, ainsi, pour moi, combler ces écarts-là qui découlent des normes sociales et culturelles qui sont relatives au rôle de l'homme, au rôle de la femme, au rôle des jeunes gens, est une condition vraiment préalable pour atteindre des systèmes alimentaires plus durables et plus sains. Et ces écarts-là entre les sexes perdurent et nuisent surtout aux femmes, et cela les marginalise assez. Et elles sont celles qui sont les plus à risque d'être délaissées. Et par ailleurs, également, l'engagement de tous les acteurs du système alimentaire est nécessaire. Et donc,
pour moi, la société même dans son ensemble devrait intervenir sur ce point. Parce que, par exemple, il est totalement incompréhensible de voir que les jeunes gens qui influencent aussi grandement la nutrition dans les ménages, dans les foyers, se retrouvent exclus des efforts d'éducation nutritionnelle. Alors que c'est normalement avec eux que tout cela doit se passer, ils doivent participer également à la discussion. Et ceux-là également sont à risque d'être exclus du système. Et donc, pour moi, encore une fois, la concrétisation des droits des femmes et également des droits des jeunes gens sous-tend la réalisation de cette transformation équitable et durable là, que nous voulons voir venir dans les systèmes alimentaires. Donc, je peux répondre déjà comme ça pour le début et attendre encore d'autres interventions. Merci beaucoup, Isabelle. Oui, merci. En fait, on aimerait donner la parole à Jean-François pour connaître un peu votre vision aussi sur ce point. Qui sont les personnes les plus à risque d'être exclues? Oui, merci Isabelle. Je remercie aussi les co-panélistes qui ont apporté des éléments vraiment très intéressants pour cette discussion. Évidemment, lorsqu'on parle d'exclusion de personnes à risque d'être exclues, bien, on peut parler de la majorité des gens qui sont relégués aux marges du système socio-économique. Autant les petits exploitants, les paysans qui, en effet, nourrissent encore une majorité d'êtres humains, mais sans toutefois bénéficier d'un soutien adéquat de la part des autorités. Et on peut aussi parler, bien sûr, des populations urbaines défavorisées, et puis en insistant aussi sur les femmes qui, c'est bien reconnu, là, en général, doivent porter un fardeau démesuré en lien avec l'ensemble des tâches domestiques, l'éducation des enfants, et donc elles sont plus vulnérables aussi à l'insécurité alimentaire à travers le monde. Alors, on pourrait comme ça dresser un portrait général, mais je voulais, dans la lignée de ce qu'a dit aussi Geneviève tout à l'heure et Radouat, insister sur la question des petits exploitants, les paysans. Un ensemble de termes qu'on pourrait employer pour les décrire en anglais. On va parler de smallholders, dont la traduction serait petits exploitants. Eh bien, on pourrait dire qu'au Québec, comme ailleurs dans le monde, il s'agit de l'ensemble des producteurs, des productrices agricoles qui n'ont pas pu se spécialiser nécessairement ou qui n'ont pas pu améliorer leur rentabilité. Donc, ce sont aussi des modèles de production agricole basés sur l'utilisation d'une main-d'œuvre familiale. Donc, il n'y a pas ici de possibilité de faire de grandes économies d'échelle puisqu'on est vraiment dans une production à petite échelle. Nécessairement, eh bien, il n'y a pas de possibilité d'embaucher de main-d'œuvre. L'embauche de main-d'œuvre nécessite d'importantes économies d'échelle, l'atteinte d'un seuil de rentabilité. Donc, ça, ce n'est pas accessible pour les petits exploitants qui, très souvent, n'ont pas non plus les fonds, ils ne génèrent pas de profits suffisants ou n'ont même pas suffisamment accès au crédit agricole pour moderniser leurs équipements, pour donc accroître leur marge de manœuvre, leur résilience à un ensemble de chocs, autant économiques que, on pourrait dire, liés à des aléas climatiques ou, entre guillemets, naturels. Donc, on peut dire que c'est préoccupant, bien sûr, à l'échelle internationale, mais aussi au Québec, puisque même au Québec, ce sont souvent ces plus petites exploitations maraîchères qui seront les plus vulnérables à ces chocs et qui devront mettre la clé sous la porte, donc c'est-à-dire mettre fin à leur exploitation agricole, en raison de ces variations de revenus, etc. Alors, si on adopte une perspective historique, donc on peut voir qu'à travers le monde, mais au Québec aussi, il y a une diminution du nombre d'exploitations parce que chaque exploitation qui demeure en place augmente généralement sa rentabilité, sa productivité. Les gains de productivité ont été continuels jusqu'à assez récemment dans l'histoire. Là, maintenant, on pense de plus en plus que les changements climatiques, c'est-à-dire l'ensemble des perturbations climatiques, pourraient mettre un frein à ces gains en croissance, c'est-à-dire en productivité, en gains en rendement agricole. Mais cependant, ces gains en productivité, eh bien, ils ont créé des déséquilibres majeurs à l'échelle mondiale, parce qu'on a d'un côté des grands exploitants avec des pratiques ultra mécanisées, automatisées dans une certaine mesure, qui peuvent embaucher de la main-d'œuvre et qui utilisent tout le paquet technique, à savoir fertilisants de synthèse, mais aussi
pesticides, herbicides, etc. Et donc, qui ont des rendements excessivement élevés par rapport aux petits exploitants. On parle d'un écart de productivité de 1 à 2000, c'est-à-dire qu'un petit paysan, un petit exploitant d'un pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, va cultiver 1 hectare de terre et va générer 1 tonne sur cet hectare de grains, par exemple, de maïs. Alors qu'un grand producteur du Québec, par exemple, va cultiver 200 hectares et va obtenir 10 tonnes à l'hectare. Donc, ce même producteur agricole va générer dans un cas 2000 hectares alors que le petit exploitant va en générer 1 hectare. Vous imaginez donc l'écart, le fossé entre ces 2 types de producteurs. Donc, la question, c'est comment assurer que les plus petits exploitants ne soient pas simplement relégués aux marges, n'aient plus même voix au chapitre, parce que vraiment leur volume de production, leur marge de manœuvre économique, même politique, est moindre. Donc, comment faire en sorte considèrent adéquatement leurs besoins. Donc, c'est une question qu'on doit se poser au Québec, dans le secteur maraîcher, face aux agriculteurs familiaux de petite taille et aussi à l'échelle internationale en lien avec toutes les politiques agricoles et politiques commerciales. Mais je ne vais pas trop m'étendre sur la question. Je pense que j'ai déjà pris mes 5 minutes. Alors, merci. Super. Merci beaucoup pour ces points. Marielle, est-ce que vous aimeriez ajouter à votre réponse? Oui. Pour cette réponse, je voudrais bien puiser de mon expérience au Honduras avec l'organisation SUCO. J'étais ex-stagiaire et j'ai pu travailler au Honduras pendant 1 année sur 2 projets agroéconomiques très intéressants. Et d'après mon expérience avec SUCO, j'ai appris que les personnes les plus exposées aux risques et sont aussi ceux qui sont exclus de la conversation. Et ce sont les gens vraiment qui sont systématiquement minorisés et marginalisés. Et ça peut être un groupe minoritaire local, comme dans le cas du Honduras. J'ai travaillé avec le groupe indigène Lenca, qui était vraiment très exclu de la conversation nationale, des enjeux climatiques, des enjeux environnementaux et agroalimentaires. Mais d'après mon expérience avec eux, ils avaient beaucoup de réponses. Et aussi, dans ce groupe-là, dans le groupe minorisé, il peut y avoir d'autres groupes, sous celui-ci qui peut avoir été exclus de la conversation, comme les femmes et les jeunes, qui sont souvent très exclus de la conversation aussi, mais qui peuvent aussi apporter des réponses à ces enjeux-là. Les groupes les plus souvent exclus de la conversation ont des sagesses et des connaissances qui pourraient vraiment avancer le sujet. Dans l'expérience que j'ai eue avec l'organisation La Cincuenta Lencas, c'était un groupe de femmes coopérantes qui ont conçu une entreprise sociale qui a assuré un salaire décent aux agriculteurs de la communauté, réduit le gaspillage alimentaire, garantit la sécurité alimentaire de leur communauté tout en étant rentable. Tout ça, tous ces enjeux-là sont des principes de l'économie circulaire qui ont été mis en pratique pendant de nombreuses années dans cette petite communauté au Honduras, mais qui commence seulement à avoir un large intérêt par le gouvernement canadien et même européen. Et on aurait pu gagner de l'avance sur ces projets-là si on les avait mis en considération un peu plus tôt. Alors vraiment, c'est ce genre à risque exclu qu'on devrait vraiment rajouter à la conversation. C'est super intéressant, merci. Nous allons maintenant passer à notre 3e question et aborder un peu la responsabilité de chacun. On l'a vu, vous l'avez mentionné, il y a plusieurs personnes qui sont exclues du système alimentaire dominant et qu'il s'agisse des femmes, des jeunes, des petits paysans. Alors, c'est ce qui nous amène à cette question. Quel rôle peut-on jouer pour ne laisser personne de côté? Geneviève, vous qui travaillez au quotidien sur cette question avec SUCO, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est une excellente question sur laquelle on travaille encore, on travaille avec nos partenaires, donc on n'a pas la réponse parfaite, mais on a des éléments de réponse.
Puis d'ailleurs, j'aimerais rebondir là, sur ce que mes collègues ont mentionné tout à l'heure. Je trouve intéressant là, le rapport de productivité qui a été mentionné tout à l'heure, sur comment un lecteur, on arrive à produire, donc l'intensité de production pour arriver à produire plus pour nourrir mieux ou plus. Mais la question, c'est, on revient à une question qui était pour nourrir qui? Est-ce qu'on nourrit des êtres humains ou bien on nourrit des bêtes? Bon, le porc ou le bœuf et ces choses-là. Donc, l'exclusion devient encore en termes de passer à la fin. L'objectif d'un système alimentaire, c'est bien sûr, oui, de bien faire vivre les gens qui produisent, mais aussi de nourrir les êtres humains autour. Donc, il y a toute cette question-là aussi d'une production à l'hectare, mais dans quel objectif? C'est pour nourrir qui ou quoi? Puis, de quelle façon? Parce que là, j'ai laissé de côté le troisième élément sur l'impact environnemental, mais on a le modèle agro-industriel qui est mis de l'avant, surtout, puis sur lequel les subsides, les subventions sont surtout mis de l'avant. Bien, c'est un modèle qui n'est pas environnementalement durable. On a produit plus, oui, mais à quel prix? À quel coût environnemental? C'est quoi l'impact sur l'environnement? En ce moment, le système agroalimentaire, c'est un des systèmes qui a le plus d'impact environnemental. Donc, si on pense à long terme, est-ce que cette façon-là est viable? Donc, comment faire face aux aléas climatiques, les sécheresses, les inondations, les coups d'eau, les canicules, toutes les perturbations en général? Est-ce que ce système-là, c'est le plus approprié et nous permet vraiment de laisser personne derrière? Ben, nous, à SUCO, ce qu'on met de l'avant, ce qu'on promeut, c'est plus une vision qui parle de l'agroécologie. Puis l'agroécologie, on perçoit ça comme étant vraiment une façon de laisser personne derrière. L'agroécologie, ce n'est pas uniquement le mode de production agricole, là, ça c'est important de le dire. Oui, ça parle d'un mode de production biologique, mais pas uniquement. Mais c'est tout l'ensemble des théories de pratique qui visent l'application des principes de l'écologie à l'agriculture ou à l'agronomie. Donc, on ne s'intéresse pas uniquement à la parcelle ou au champ, mais à l'ensemble des facteurs. Donc, toute la même vision que le système alimentaire dans sa globalité. Puis là, on voit que l'agroécologie, ça propose une vision renouvelée de la pratique agricole et de l'alimentation, selon laquelle les processus écologiques et la justice sociale, ça aussi c'est important, doivent se mettre ensemble, sont au cœur du fonctionnement des agro-écosystèmes ainsi que du système alimentaire en général. Là, j'ai l'air savante là, quand je dis ça, mais c'est parce que je cite M. Alain Olivier, là, qui travaille avec Jean-François Bissonnette, là, qui a écrit plusieurs livres intéressants sur l'agroécologie, puis nous, on porte ça à SUCO. Puis ce qui fait que ça permet d'être inclusif, puis d'aller chercher les gens en marge, entre autres, c'est parce que c'est l'aspect trinité, là, j'allais dire, ça sonne un peu catho, mais l'aspect trinité de l'agroécologie, dans le sens que c'est à la fois une approche scientifique qui étudie les relations entre l'agriculture, l'écologie puis la société, mais c'est aussi une série de principes et de pratiques qui améliorent la résilience et la durabilité des systèmes alimentaires et agricoles, tout en préservant l'intégrité sociale. Donc, ça se veut, c'est basé sur des pratiques endogènes, des pratiques que les gens font déjà. Marielle, Raouda en ont mentionné. Qu'est-ce que les producteurs, productrices, paysannes font déjà, puis comment on peut s'en inspirer pour avoir des pratiques qui nous permettent d'avoir un impact moindre sur l'écosystème, mais quand même de nourrir notre monde. Puis le troisième volet, c'est que l'agroécologie, c'est un mouvement social. C'est un mouvement, ça réunit des chercheurs, des académiciens, des praticiens, des mangeurs, des mangeuses, puis ça veut un mouvement qui va modifier des politiques. Donc, c'est une autre façon de s'assurer qu'il n'y a personne qui est exclu. C'est d'aller modifier des politiques agricoles, des politiques de production, des politiques alimentaires. Je pense que ça, c'est important aussi, le guide alimentaire, par exemple, pour s'assurer que tout le monde va être inclus, puis qu'on va tenir, si on pense au guide alimentaire, qu'on va tenir compte, par exemple, des habitudes alimentaires culturelles. Au Honduras, on ne mange pas de la même façon qu'au Canada ou qu'au Bénin. Donc, comment s'assurer d'intégrer ces différentes pratiques-là pour laisser personne derrière? On pense à SUCO puis nos partenaires de mise en œuvre que l'agroécologie, c'est vraiment une approche qui nous permet d'inclure tout le monde, puis d'inclure les différents milieux académiques de pratique, puis écologiques, puis de mouvements de justice sociale. Voilà.
On voit qu'il y a du travail à faire, mais c'est possible. Puis il y a des choses qu'on peut vraiment mettre en place pour que ça se puisse réaliser. Jean-François, vous, en tant qu'universitaire, est-ce que vous croyez que les universités ont un rôle particulier à jouer sur cette question? Oui, absolument. Merci Isabelle pour cette excellente question. Les universitaires sont, avec leurs partenaires, bien sûr, de la société civile, les organisations comme SUCO, bien entendu, sont des producteurs de connaissances. Donc, on vise à générer du savoir, mais aussi à améliorer les connaissances. Puis, un domaine dans lequel on a besoin encore de nouvelles façons de voir les choses, c'est dans le domaine de la multifonctionnalité de l'agriculture. Parce que ce que je vous mentionnais tout à l'heure, puis ce que mes collègues sur le panel ont évoqué aussi, c'est les dangers d'une agriculture industrielle à grande échelle qui soit surspécialisée. Donc, c'est-à-dire avec des monocultures qui sont déjà peu résilientes sur le plan écologique et économique, mais aussi qui sont peu socialement acceptables aussi en raison des fortes externalités environnementales, c'est-à-dire des impacts environnementaux considérables sur la qualité de l'eau, sur la biodiversité notamment, mais aussi sur la santé même des producteurs qui sont exposés à des molécules de synthèse, notamment de pesticides. Donc, la recherche peut accompagner les parties prenantes de la production agricole, notamment, mais aussi l'ensemble des acteurs qui s'impliquent dans le milieu, afin justement qu'il y ait une conception réellement plurielle de l'agriculture et du territoire qui soit mise de l'avant. Et par cela, bien, on entend justement une meilleure façon de structurer les initiatives collectives, donc en intégrant des façons de voir, des façons de faire qui ont été historiquement marginalisées. On peut penser aussi à certaines perspectives des Premières Nations également sur la gestion des écosystèmes qui ont été historiquement marginalisés puis qu'on souhaite remettre à l'avant-plan. Comment est-ce qu'on fait donc pour appuyer cette recherche? On peut aussi penser donc à des façons de diversifier la production agricole. La recherche peut permettre donc de mettre de l'avant des façons de diversifier la production agricole. Et puis, c'est des connaissances qui sont en train de percoler déjà dans le milieu. On peut le voir avec des nouveaux modes de rotation des cultures. De plus en plus, on voit des gens qui adoptent, par exemple, le blé d'automne, des céréales d'automne, donc qui vont être semés à la fin de la récolte de soja ou de maïs et qui vont permettre donc de maintenir un couvert au sol et qui vont donc augmenter la diversité des pratiques. On peut aussi penser à l'agroforesterie. Donc là, je prêche un peu pour ma paroisse parce que je dirige un programme de maîtrise en agroforesterie, mais là, c'est une façon de diversifier les pratiques d'utilisation du territoire. Il n'y a plus que uniquement des cultures annuelles. En agroforesterie, on vise à les concilier avec des cultures ligneuses, donc des arbres, en fait. Et la combinaison des arbres et des cultures annuelles favorise des bénéfices écologiques multiples. Mais cependant, il faut dire aussi que la recherche ne peut aller très loin si elle n'est pas soutenue par les politiques publiques. Alors, il faut s'assurer qu'il y ait réellement des programmes de soutien à l'ensemble des modèles de production agricole et aussi un soutien adéquat à la recherche qui appuie cette diversité de pratiques agricoles. Merci. Et j'aimerais aussi inviter Marielle à partager sur cette question aussi, puisque vous êtes engagée sur le terrain avec SUCO. Quel rôle les instances politiques et décisionnelles peuvent-elles jouer pour ne laisser personne de côté? Marielle? On ne vous entend pas, Marielle. Vous m'entendez maintenant? Oui. Alors, comme je disais, j'encourage tout le monde à penser à s'impliquer dans toute organisation qui tente de faire une différence, que ce soit une organisation à but non lucratif, que ce soit une organisation académique, gouvernementale ou même une entreprise privée. Tout le monde a un rôle dans cet enjeu pour laisser personne de côté. Présentement, je travaille dans une organisation gouvernementale et dans ce secteur-là, on peut jouer un rôle en
utilisant des fonds fédéraux ou gouvernementaux pour fonder et aider les autres acteurs qui veulent faire une différence, comme toute organisation à but non lucratif ou même des entreprises privées. Il y a plusieurs entreprises privées qui cherchent vraiment à faire une différence, que ce soit dans des manières nouvelles à cultiver des sources de protéines différentes ou nouvelles, ou même des organisations qui essaient de réduire le gaspillage alimentaire en donnant plus de vie, une durée de vie plus élevée à la nourriture qui est présentement sur le marché, qui a déjà été cultivée. Pour moi, j'ai joué un rôle en m'impliquant dans l'organisation SUCO, comme dans le programme de stage international PSIGE au Honduras. Je crois que le lien à la vidéo a déjà été mis dans le chat et je vous invite tous à visionner la vidéo pour en savoir un peu plus. Et où j'ai pu occuper un rôle de consultante en transformation alimentaire avec l'organisation que j'ai nommée dans ma réponse précédente, la Ciguatalenca. Je pense que chacun a un rôle à jouer pour que personne ne soit laissé de côté. Votre rôle peut être aussi simple que de pouvoir être une oreille et écouter aux enjeux des gens avec moins de paroles et moins de visibilité que vous, et de simplement être un amplificateur de leur voix lorsque vous avez l'occasion de l'être plus tard dans votre carrière ou dans une autre organisation. Merci Marielle et merci à nos trois panélistes qui ont participé sur cette question. Vous avez rempli vos réponses là, et c'était plein d'espoir. Ça nous donne vraiment des bonnes idées de comment mettre en pratique, vers quoi se concentrer là, pour vraiment avoir des solutions sur le terrain. Alors, puisque nous nous intéressons aux solutions, j'aimerais amener notre quatrième et avant-dernière question. Et si le Canada s'inspirait des bonnes pratiques du Sud? Donc, pour répondre à cette question, nous avons la chance d'entendre Mary Urbano, participante au programme Formagro avec SUCO et Formagro au Pérou. Et elle est technicienne agricole. Son expérience dans la région montagneuse de Calahuanca lui permet d'aménager dans sa communauté rurale un développement agricole inclusif et durable. Enfin, sa connaissance terrain lui donne un regard aguerri sur les conséquences des changements climatiques au sein du modèle agricole familial péruvien, mais aussi sur les questions, sur les solutions en fait déjà existantes pour y faire face. Alors, Mary, pourriez-vous nous partager votre expérience avec Formagro, s'il vous plaît? Mi nombre es Mary Mercedes Urbano Castillo. Yo soy de Ancash, radico acá en el distrito de Cayahuanca, provincia de Huarochirí, Lima. Antes de que llegara Formagro, mira, mi situación era ¿no? de ser una ama de casa. Diario salía a los campos a trabajar día a día porque tengo un hijo. Es mi motor y motivo por quien he seguido luchando. Mi trabajo era diario en campo, más ama de casa, cuidando a mi hijo. Pero en el 2016 llegó el proyecto Formagro. Gracias a ello cambió mi vida. Me dieron más esperanzas, tuve más expectativas. Mis sueños eran antes de ser profesional, pero no tenía mucha esperanza. No había esos inicios de cómo empezar o quién venía a decirme empieza de esta manera o otra manera. Pero gracias al proyecto mis sueños se cumplieron.
Hoy en día, gracias a ellos, soy técnica agropecuaria, que diario también salgo a trabajar a campo, hago asesoramientos en campo, diferentes lugares salgo, ¿no? Gracias al apoyo de Formagro que se hizo un convenio con el Instituto Nicanor Mujica Álvarez, llegué a ello y gracias a él sigo acá, ¿no? Adelante, luchando día a día. Mis principales desafíos eran la economía, el recurso, el saber cómo cultivar adecuadamente los cultivos y no saber cómo era la alimentación adecuada y también el clima, el ambiente, ¿no? De mucha contaminación, de no saber cómo preparar un abono para poder cultivar, ¿no? Un alimento sano. Y más que todo también acá la población, ¿no? De sentirme excluida, tal vez sí me sentía un poco excluida porque no tenía mucho, no tenía salida o conocimiento, ¿no? El proyecto Formagro, bueno, conocí por medio de Irma en una reunión que me invitaron a Santa Eulalia, con un ingeniero que se llama Roy. Entonces tuvimos una capacitación y de pronto, ¿no? Cuando ya conocí a la ingeniera Elizabeth, vino ella, me dijo, Mary, sabes que hay un curso que va a hacer, ¿no? En el 2016, inscríbete, no pierdas nada. Me dio ese ánimo de inscribirme, ¿no? Ve, inscríbete en Santa Eulalia, está viendo una inscripción. Entonces yo me inscribí y gracias, no me aceptaron. Y luego ya empecé a los cursos, venían acá a visitarnos en campo, hacían las prácticas, nos enseñaron muchas cosas, a conocer todo tipo de en animales, cómo distinguir animales benéficos, ¿no? Los malos, y ya pues. Y después de eso ya nos enseñaron a cómo cultivar las hortalizas, ¿no? Para poder comer una alimentación sana, ¿no? Gracias a ellos yo siento que dentro de mi familia cambió muchas cosas, ¿no? Ahora nuestra alimentación es más sana, más balanceada, ¿no? De lo que era antes, ¿no? Formagro me ha dado una cosa positiva de cómo salir adelante, ¿no? O sea, formar una pequeña empresa, ¿no? Personal, ¿no? Con mis productos transformados. He tenido apoyo de ello al concurso de Fondo Viñay y también he ganado ese proyecto y con ello estoy muy contenta y estoy saliendo adelante, ¿no? Ese es algo que Formagro me apoyó en ese proyecto y gracias a él cambió mi vida, ¿no? Estoy saliendo adelante con ello. Es muy importante en mi vida. Con eso me apoyaron la economía, ¿no? Mis ingresos, todo cambió con eso. Merci beaucoup, Mary, pour votre expérience avec Formagro et félicitations aux efforts du programme de Formagro, vraiment. Radwa, vous qui travaillez avec les jeunes au Bénin, pouvez-vous nous parler de votre association Les Jardins de l'Espoir? D'accord, merci beaucoup pour la question. J'ai dû stopper la vidéo d'abord pour l'instant pour la qualité par rapport à la connexion. Alors, les Jardins de l'Espoir, c'est une organisation béninoise qui vise à développer l'agroécologie pour atteindre non seulement la sécurité alimentaire, hein, mais également la souveraineté alimentaire. Et les membres de cette organisation sont des jeunes agriculteurs indépendants et vraiment passionnés par la production agricole, la transmission du savoir à travers des formations développées avec des jeunes gens. Vous m'entendez, j'espère? On t'entend. D'accord. Également, donc, pour présenter un peu rapidement l'organisation, je disais que nos membres sont indépendants et vraiment passionnés de la production agricole et de la transmission du savoir, c'est-à-dire cette transmission à travers des formations que nous dispensons aux jeunes gens, qu'ils soient nationaux comme internationaux, qu'ils soient agriculteurs ou non, et qu'ils soient
totalement volontaires. Et cela se fait lors de nos camps de formation nommés AgroBootcamp et également d'autres initiatives que nous faisons telles que les samedis écolos, les débats verts et toutes autres initiatives. Et tout ceci parce que nous voulons contribuer à la résolution de la pauvreté, à la réduction, déjà pour le dire ainsi, pour mieux parler de la réduction de la pauvreté et de la malnutrition à travers la construction d'un réseau de solidarité, c'est-à-dire un réseau où il y a des transferts mutuels, des échanges permanents de compétences, de connaissances en agroécologie avec les jeunes gens, agriculteurs, professionnels ou volontaires, qu'ils soient totalement bénévoles et volontaires. Et ceci parce que nous attachons également du prix au droit et à la participation des jeunes gens et des jeunes femmes, mais également à la mise en place de systèmes alimentaires plus durables, plus viables avec et pour eux. Voyez? Et actuellement, nous pouvons dire que nous totalisons une superficie totale que nous emblavons. Nous totalisons déjà pour superficie 3 hectares de production, que ce soit la production végétale que la production animale. Et nos sites de production se répartissent dans plusieurs communes du Bénin afin d'impacter plus de personnes et même afin d'impacter tout le monde, je vais dire, par nos pratiques agricoles. Nous nous attelons à promouvoir des solutions agroécologiques participatives afin de promouvoir une alimentation plus saine. Et les raisons sont totalement simples. Vous savez, actuellement, de nos jours, il apparaît que les légumes et fruits produits en milieu urbain et périurbain, à Cotonou également et aux environs de Cotonou, font partie des produits les plus pollués au monde. Il y a déjà plusieurs études qui sont faites et qui sont publiées et qui montrent que le taux de zinc dans certains aliments et les concentrations en plomb également s'accroissent du fait de la contamination des sols avec ces intrants chimiques et également du fait de mauvaises pratiques agricoles que nous menons toujours jusqu'à ce jour. Et cela représente un réel danger, non seulement pour les ménages qui habitent les zones rurales et les zones urbaines également, mais également, avant tout, surtout, pour les producteurs eux-mêmes. Et ainsi, manger sain devient vraiment un réel risque pour la population. Et nos initiatives nous permettent déjà, actuellement, de renforcer les connaissances des jeunes producteurs, surtout, et également ceux qui ne sont pas producteurs, sur les itinéraires techniques de production des légumes et fruits sains, renforcer leur motivation à passer à une transition agroécologique. Et nous avons également eu à impliquer nos consommateurs, certains parmi eux, dans cette dynamique-là, qui leur permet déjà d'être rassurés, totalement rassurés quant à leur approvisionnement alimentaire. Et déjà, pour un peu de statistiques, entre 2017 et 2020, nous avons déjà réalisé plusieurs tests qui nous ont permis de mieux cerner les choix et les préférences alimentaires de nos consommateurs et également leur comportement alimentaire, ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils arrivent vraiment à manger et comment est-ce qu'ils préfèrent que cela soit et à quel prix ils veulent que nous leur livrons. Et entre 2021 et 2022, c'est-à-dire l'année passée seulement, nos initiatives ont commencé par être portées à une échelle plus grande. Cela implique la construction de ce réseau-là de confiance avec nos consommateurs à travers les journées portes ouvertes sur nos fermes de production dans le but d'informer sur les cultures, de promouvoir nos producteurs, déjà, tous ceux qui travaillent avec nous, et leurs pratiques, les pratiques agricoles que nos producteurs utilisent. Et également, nous avons, comme deuxième initiative, la création d'un marché physique qui est bi-hebdomadaire, qui est animé par nos producteurs, avec déjà plus de 100 de consommateurs et la mise en marché d'un système de livraison. Nous avons également la mise en marche d'un système de livraison pour satisfaire les ménages là en semaine, pendant que nous n'avons pas de marché. Et il faut également préciser que nous avons commencé cela depuis fort longtemps avant de mettre cela beaucoup plus en pratique maintenant. Cela a été ces initiatives de sensibilisation à la production agroécologique pour des systèmes alimentaires plus résilients avaient déjà été essayées en 2018. En travaillant cette fois-ci, dans le temps, c'était uniquement avec des jeunes filles et des jeunes femmes. C'était lors d'un de nos projets là, nommé Women Agripreneurs, qui a vraiment eu du succès et qui continue toujours parce que nous avons encore d'autres phases qu'on va bientôt implémenter, toujours pour inclure plus de personnes, non seulement les jeunes femmes, des femmes en général, mais également les jeunes gens. Voilà un peu pour vous dire par rapport à ce que nous pensons, nous faisons pour beaucoup plus inspirer d'autres personnes à faire comme nous. Merci beaucoup
Wow, vous êtes bien occupés et c'est vraiment excellent ce que vous faites. Merci à toutes les deux, Radwa, Mary, pour vos exemples qui sont vraiment des solutions concrètes. Et j'espère que cela aura pu inspirer notre public d'aujourd'hui. Personnellement, moi, je le suis. Et nous arrivons déjà à la fin de notre panel. Il me reste toutefois une dernière question. En conclusion, allons-nous dans la bonne direction? Et pour cette question, j'invite nos 5 panélistes à s'exprimer rapidement sur la question. La parole est à vous. Bien, merci. Je vais plonger, puis à moins qu'il y ait d'autres personnes qui veulent y aller. Non, je vais commencer, puis je vais faire ça brièvement. Donc, je voulais dire que c'est vraiment rassurant, cette discussion-là. On voit les expériences des Idma, Irma au Pérou avec le projet Formagro, les expériences de JDE au Bénin, la connaissance de Marielle, l'apport académique de Jean-François nous en a parlé, les engagements de SUCO. On voit qu'il y en a de l'espoir. S'il y a un changement qui est en marche, moi je pense, l'engagement des jeunes, la participation des femmes, le changement des connaissances, la reconnaissance dans le discours, mais aussi de plus en plus, je trouve, dans les politiques, dans le financement, dans le type de recherche qu'on fait, dans ce qui se met en œuvre sur la nécessité de systèmes alimentaires pluriels. Je trouve ça vraiment, vraiment encourageant. Regarde Rauda, Mary aussi, on voit des jeunes, on voit des femmes qui viennent en agriculture, qui participent à ce milieu-là. Je trouve ça vraiment porteur d'espoir, puis porteur que la lutte, la défense des systèmes alimentaires viables, vraiment, ça prend forme. Je trouve ça intéressant. J'aimais ça aussi entendre Raoudat, puis Mary parler aussi du lien entre les producteurs-productrices, puis l'importance, ça a été mentionné aussi, de bien vivre de ce qu'on fait, mais aussi le lien avec les consommateurs, de bien manger à partir de ce qui est produit. Ça aussi, je trouve ça porteur d'espoir, puis de briser des silos, puis ensemble, on va vraiment arriver à faire des systèmes alimentaires qui nourrissent le monde, puis qui appauvrissent pas la planète. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, voilà. Sur ce, je ne sais pas si d'autres... Marielle? Oui, merci Geneviève. Je suis vraiment d'accord avec toi. Je crois qu'on est dans la bonne voie. Et bien qu'on n'a pas résolu le problème des enjeux qui impactent le système alimentaire aujourd'hui, mais avoir des discussions comme ça avec tellement de différentes expériences et de points de vue de participants qui viennent de plusieurs parties du monde, de plusieurs backgrounds différents, et vraiment à avancer la chose dans le bon sens. La sécurité alimentaire est un problème mondial qui va vraiment être résolu si tout le monde s'implique et c'est formidable de voir tellement de pays représentés dans cet appel et sur ce panel. Alors, je veux juste finir la conversation en revisitant le point de s'impliquer. Comme j'ai dit plus tôt, il n'y a pas de petit rôle. Tout le monde est important et je crois que c'est un bon pas vers plusieurs solutions à venir. Si je peux y aller à mon tour, oui. En effet, c'est très intéressant de participer à ce type de discussion. Puis on voit aussi tous les efforts de mobilisation qui sont réalisés parfois à notre insu, hein, mais ce sont des mouvements qui prennent du temps, qui se font vraiment, bon, je dirais là, loin des regards médiatiques. Hein. C'est pas ce qu'on médiatise le plus non plus. L'agriculture, souvent on a l'impression que la nourriture arrive de nulle part hein, dans nos assiettes. Alors, on peut espérer en effet que des changements de plus grande ampleur prennent place, notamment la reconnaissance du rôle des petits exploitants au Québec et à l'international. Puis si on revient maintenant aussi à la situation au Québec, il y a également des signes encourageants. Pour la première fois en 2021, il y a eu plus de création d'entreprises agricoles que de pertes d'entreprises agricoles. Et ce sont surtout des petites entreprises dans le secteur maraîcher. Alors, c'est peut-être un signe encourageant. Peut-être encore un peu tôt pour y voir une nouvelle tendance, mais c'est un signe encourageant.
Et on sait que la pandémie a rendu manifeste un grand nombre de personnes l'importance de l'approvisionnement local, l'importance de maintenir une agriculture de proximité, des circuits courts. Alors, on peut espérer que cette prise de conscience-là demeure et qu'il y a une plus grande mobilisation pour la mise en place de politiques afin de soutenir la production agricole locale. Et puis également, donc, on peut espérer que dans les pratiques au sein des grandes entreprises, on adopte de plus en plus de variétés de modèles de production, même au sein des grandes entreprises. Alors, voilà, merci. Alors, merci beaucoup, Jean-François. Moi, je vais y aller. Alors, déjà, vous savez, il faut remarquer que toutes les initiatives actuelles ciblent déjà avec une grande attention les questions de viabilité des systèmes alimentaires. Et cette notion de viabilité des systèmes alimentaires s'appuie sur certains leviers, dont la sécurité alimentaire elle-même, pour construire ces systèmes alimentaires-là durables et plus résilients. Ainsi, nous allons, je suis sûre, et je peux déjà dire que nous allons dans la bonne direction. Et pour nous, particulièrement, je donne de l'espoir, nous rendons encore ce système encore plus économiquement viable, avec une production qui garantit une équitable répartition économique entre tous les acteurs, c'est-à-dire depuis le producteur jusqu'au consommateur lui-même. Et ceci est en vue d'asseoir des bases qui devraient favoriser un environnement et également une bonne collaboration entre les producteurs et entreprises participatives. Et donc, pour moi et pour nous, la réussite de toute action concernant une meilleure alimentation dépend, et tout cela est sans doute en grande partie d'une véritable appropriation des actions avec les acteurs qui sont directement concernés. Et il faut inclure tout le monde dans ce processus-là, depuis la conception jusqu'à la formulation et même lors de la mise en œuvre de ces pratiques-là. Cela est un gage pour assurer vraiment cette durabilité. Et il est également important que des organismes internationaux, les ONG, les experts, même les universitaires et même les acteurs du système privé identifient ces initiatives-là qui sont déjà en cours comme les nôtres, afin de capitaliser tout ce qui se fait déjà dans le sens de cette promotion-là d'une alimentation plus saine au sein des communautés et formuler de meilleures pratiques pour répondre aux besoins. Et moi, je suis sûre que d'ici 2030, on pourra arriver à autonomiser toutes les personnes qui se retrouvent encore marginalisées et favoriser leur intégration sociale, économique, politique même. Et cela se fera indépendamment de l'âge de la personne, indépendamment de son sexe, s'il a un handicap ou non, indépendamment de sa race, même de son appartenance ethnique et de son origine, de sa religion, de son statut économique, c'est que tout le monde sera inclus et je suis sûre que cela pourra se faire. Merci beaucoup. Super, merci à tous pour vos réponses. Et comme on a pris un petit peu plus de temps, on va quand même prendre une question du public. Nous avons eu 2 questions similaires de Joseph Jandada, pardonnez-moi pour la prononciation, et Eddie Philorme. Merci à tous les 2 pour vos questions. Donc, la question va être ouverte à tous nos panélistes, mais je vous invite à répondre vraiment brièvement, comme 30 secondes, donner une idée claire, s'il vous plaît. Donc, pensez-vous que l'agriculture durable peut nourrir le monde avec cette croissance démographique? Moi, je pense que oui. Puis je vais être bref. Puis entre autres, mais il faut quand même avoir une modification de notre diète alimentaire, définitivement chez nous en tout cas. Donc, en termes de leur ratio viande versus produits maraîchers. Puis pour le reste, je vais laisser mes collègues élaborer un peu plus. Merci. Peut-être, si vous le permettez, renchérir sur la réponse de Geneviève. En effet, c'est plus de 30% de la production agricole mondiale qui est destinée à l'alimentation animale. Alors, c'est sûr que si on réduit la consommation de viande à l'échelle mondiale, on peut facilement nourrir toute la population. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais sur le plan théorique, c'est plus facilement possible de nourrir une population croissante. Et moi, juste pour en ajouter, non seulement il faut nourrir la population,
et cela pourra se faire, mais également la nourrir avec une alimentation qui est de qualité. Et cette agriculture durable là, nous aidera à y parvenir. Cela est totalement faisable, selon moi. Juste pour passer rapidement. Et avec la problématique de gaspillage alimentaire, il y a plusieurs éléments, produits alimentaires qui sont produits qui pourraient pouvoir subvenir aux besoins de populations faim qui est gaspillée à tous les jours. Je parle souvent des secteurs plus aisés ou des pays plus aisés où il y a la problématique du gaspillage alimentaire est très importante. Alors oui, il y a cette nourriture, c'est vraiment d'améliorer les systèmes agricoles et envoyer la nourriture où on en a besoin et produire ce qu'on a besoin pour aussi préserver les ressources naturelles de la terre pour que ça nous dure plus longtemps aussi. C'est un bon résumé en solution, en côté pratique. Merci beaucoup. Donc, c'est malheureusement déjà la fin. Un gros merci. Merci infiniment en premier lieu à nos 5 panélistes qui ont été généreux dans leurs échanges. Donc, Geneviève Talbot, Jean-François Bissonnette, Marielle Leroy, Mary Urbano en vidéo et Radwa Bouraima. Merci pour votre présence. Ce que vous avez partagé, on voit, vous avez le cœur vraiment en place. Et merci également à Chantier d'avenir en sécurité alimentaire, notre partenaire privilégié dans la réalisation de ce panel. Et merci aux productions Arborescence pour vraiment avoir assuré une bonne qualité technique de ce panel. Et le panel d'aujourd'hui est d'ailleurs rendu possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada par entremise de Affaires mondiales Canada. Et comme nous souhaitons toujours nous améliorer afin d'adapter nos événements au mieux à vos besoins, nous vous partageons un lien vers notre formulaire de satisfaction et on serait très reconnaissant si vous pourriez prendre une minute pour y répondre et nous faire un retour sur l'événement. Donc, enfin, je vous rappelle pour finir que si vous avez aimé nous écouter, ce panel est le premier d'une série de 4 panels qui seront organisés par SUCO et ses partenaires et à différents moments de l'année entre octobre 2022 et avril 2023. Alors, restez connectés pour connaître les prochaines dates des événements. Merci à vous, cher public, d'avoir été là, d'avoir participé et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.